Les personnages épiques de Warhammer 40 000, c'est un vaste sujet de discussion, qu'on ait lu des bouquins dans l'univers de 40 000 ou qu'on se contente de regarder les jolies images dans un codex, on ne peut pas échapper à Roboute Guilliman, à Belisarius Cawl, à Ghazghkull Traka, à Fuegan, Morvenn Vahl, Abaddon, des Settan ou quoi que ce soit d'autre. Quand Games Workshop vous colle le recréer l'histoire en miniature à la fin d'un bouquin, il vous parle pas de jouer le capitaine Bidulius de la 69e compagnie des Marines Victorio. Il vous parle de jouer le personnage nommé qui prend tout le crédit à la fin grâce à son armure en scénarium trempé. Depuis le début de Warhammer 40 000, les personnages épiques, les personnages nommés, sont une des composantes principales de l'univers. Ça permet à la fois de placer une bataille dans l'univers du jeu, mais ça peut aussi complètement casser l'immersion quand ils sont trop présents sur toutes les tables et dans toutes les listes. Et trop présents, ils le sont. En 10e édition, il n'y a aucun débat. Donc on va en parler aujourd'hui. Bon, ce type de personnage, il y en a deux sortes. Les héros épiques et les personnages nommés. En termes de règles, ça change rien, vous avez le droit de prendre un seul exemplaire de chacun de ces personnages par armée. Mais niveau narration, c'est pas tout à fait la même chose. Avoir un avatar de Khaine ou une écharde Settan, ou avoir le seul Fuegan ou le seul Zarek de tout l'univers, c'est pas tout à fait la même chose. Les personnages épiques, ils sont rares, mais ils pourraient être présents à plusieurs batailles, dans plusieurs armées, dans la galaxie, au même moment. Il peut y avoir deux avatars de Khaine qui viennent de deux vaisseaux mondes différents, ça casse pas l'immersion d'avoir deux parties sur deux tables côte à côte, où chacune a son avatar. Par contre, si vous avez Fuegan sur votre table et Fuegan sur la table d'à côté, évidemment, ça commence à être un peu plus bizarre. Moi, quand j'ai commencé à jouer, en 3ème édition, les personnages nommés étaient souvent assez pétés, mais leur utilisation était soumise à l'approbation de l'adversaire. Avant la bataille, on se demandait « ça te gêne si j'amène Doom Rider ?» Et on nous disait « évidemment que ça me gêne, il est complètement pété », ou alors « ok, on y va, et moi j'emmène Eldrad Ultran ». Aujourd'hui, les personnages épiques ou nommés, c'est une datasheet comme une autre. Ils sont jouables en tournoi, en amical, sans demander, c'est une partie de votre codex, et ils sont équilibrés comme tout le reste du jeu. Donc parfaitement équilibré, ou pas du tout équilibré, en fonction de à qui vous demandez. Ces personnages nommés, ce sont des pièces de jeu, comme les autres, et je dois avouer que ça leur enlève quand même énormément de charme. Parce que, faut être honnête, en 10e édition, qui joue Eldar sans prendre soit Jain-Zar, soit Fuegan, soit Lycis, soit les trois? Qui joue Ultramarine sans prendre Guilliman ou Khalgar? Qui va jouer Drukhari sans prendre Lady Malice? Qui va jouer World Eater sans jouer Karn? Les personnages nommés sont maintenant dans une très grande partie des listes, mais est-ce que c'est vraiment un problème? Non. Bon voilà, merci d'avoir regardé, vous savez où sont tous les boutons YouTube, je vous laisse laisser un petit commentaire aussi si vous avez apprécié... Non, je rigole, évidemment on va discuter un petit peu plus que ça. Déjà, factuellement, ça ne devrait pouvoir vous poser un problème que si vous êtes un vieux con comme moi, qui a grandi avec un jeu qui vous demandait d'utiliser un peu plus votre imagination. Il n'y avait pas trop d'équilibrage, il n'y avait pas trop de scénarios, quelques-uns mais pas tant que ça, c'était à vous d'imaginer pourquoi la bataille, qui fait la bataille et comment ça se déroule. Si vous avez vécu cette époque, votre codex et même le livre de règles vous encourageaient à créer votre propre historique pour votre armée, à donner un nom à votre seigneur de guerre, à votre général, à inventer une histoire pour votre armée, ce qui fait que vous étiez beaucoup plus impliqué dans votre armée que maintenant. Vous jouiez pas un capitaine Space Marine comme si c'était une pièce d'échecs, vous jouiez frère Rizzler, le capitaine des Sons of Skibidi, vous jouiez le grand prophète Eltharion Yathelion du vaisseau monde Dripdar, ou le seigneur Tormentus, le primarque de la 2e Légion perdue, les massacrators de Khorne. Et du coup, ajouter un personnage nommé, c'était tout un événement. Le capitaine Rizzler a convaincu Marneus Calgar de venir aider son chapitre dans sa bataille contre les orques. Ça donnait de la bataille à notre armée personnalisée, qu'un personnage aussi illustre que Monsieur Gros Gantelet vienne s'associer à notre super chapitre. Aujourd'hui, des persos nommés, on en bouffe à quasiment toutes les parties. Quand vous affrontez des sœurs de bataille, il y a à peu près 75% de chances que vous ayez sur la table un des hauts seigneurs de Terra, Morvenn Vahl, qui est là avec ses 3 parangons. Si vous affrontez des orques depuis la dernière Dataslate, il y a toutes les chances que ça soit Ghazghkull Traka qui mène cette armée. Et si vous affrontez de l'Admech, il y a forcément Belisarius Cawl à sa tête. C'est sûr que niveau immersion et crédibilité, c'est pas toujours au top. Alors, le problème, il vient aussi du fait que Games Workshop donne à ses personnages des règles qui n'existent nulle part ailleurs dans le codex.
Si vous voulez une aura qui force les stratagèmes à coûter plus un point de commandement à 12 pouces, et ben en Drukhari, vous devez jouer Lady Malice. C'est plus votre archonte générique, votre personnage à vous, c'est un personnage nommé qui le fait. Peu importe que vous jouiez la cabale du cœur noir, à laquelle Lady Malice est personnellement extrêmement opposée, et ben vous allez quand même mettre Lady Malice avec votre armée de la cabale du cœur noir pour avoir cette règle. Vous voulez un deuxième serment de l'instant en Ultramarines, et ben vous devez prendre Guilliman, personne d'autre. Vous voulez donner 6 pouces de portée supplémentaire au dragon de feu? Non, vous pouvez pas le faire avec un autarque, c'est forcément Fuegan. Et en même temps, bah c'est logique, hein, des règles fortes, ça va sur des persos forts, et les persos nommés, ce sont des héros épiques majeurs de l'univers, et il est donc logique qu'ils aient des règles plus fortes que un capitaine standard. Le problème, c'est que ces règles ne sont pas forcément les règles les plus fortes, ce sont des règles très utiles, qui pourraient parfaitement, et qui ont été dans le passé, attachées à des personnages génériques, et qui maintenant sont restreintes à des personnages nommés, ce qui fait que ces personnages sont évidemment visibles partout. En tout cas, partout quand vous jouez une liste où vous avez envie de gagner. Et c'est là qu'on entre dans l'habituelle différence entre compétitif et jeu plus narratif ou amical. En compétitif, bah on s'en fout en fait qu'il y ait des personnages nommés partout. Un perso épique, il est joué comme une pièce de jeu. Il pourrait s'appeler Patator, Robert l'homme chatouille ou El Señor Drippy. On s'en tape, on paye 340 points pour le deuxième serment de l'instant et l'aura de -1 PC à 12 pouces. La figurine et son historique n'ont aucune importance. On est là pour faire la liste compétitive qui va battre l'adversaire et on est là pour tenter d'optimiser au mieux. À ce stade, peu importe que ça soit un perso nommé ou un capitaine générique qui fait la taille d'un Primarque, on va pas dans ce genre de tournoi pour une immersion surdéveloppée, hein. Vous allez jouer sur des tables avec des décors WTC en MDF à peine peints, vous avez 3 pintes dans le cornet à 10h du matin et ça pue la sueur rance depuis le début de la journée. Vous êtes pas là pour l'immersion historique et narrative, vous êtes là pour tester qui a la plus grosse liste. Et bah donc de ce côté-là, Games Workshop a bien fait d'équilibrer ces personnages comme des pièces du jeu normales et de leur donner des règles fortes. Ce sont des unités comme les autres, souvent fortes, souvent chères, et qu'on prend pour leur utilité ou leur puissance, pas pour leur histoire. Bon, à part le commandeur Farsight, hein, c'est le plus grand général des taux, il coûte 85 points, il donne un vieux +1 pour blessé sur une unité ennemie à 9 pouces, et il donne le même truc qu'un capitaine Space Marine, -1 PC. Un petit peu de courage Games Workshop, vous nous le passez à 200 points et vous lui donnez des vraies règles pour représenter sa vraie puissance dans l'historique. En partie narrative ou en partie amicale, donc pas en mode j'optimise comme un gros salaud, c'est peut-être un petit peu plus problématique. Quand vous affrontez votre pote qui joue sœur de bataille une fois par mois et qu'à chaque fois vous vous tapez Morvenval et ses parangons, il y a un moment, il y en a un petit peu marre. Et en même temps, bah, le joueur Sister, il a pas trop le choix. Les parangons, sans Morvenval, ils sont pas top. Et sans ce gros pack avec les parangons et Morvenval, l'armée marche très moyennement. Votre pote qui joue Admech, évidemment qu'il va prendre Belisarius Call. Ça lui donne la relance des touches, ça lui donne la règle d'armée des Space Marines, juste en prenant un perso à moins de 200 points. Évidemment qu'il va le jouer. Vous êtes là pour vous amuser, mais si vous jouez avec les 2 bras dans le dos, bah vous avez quand même tendance à vachement moins vous marrer. Pourquoi vous iriez jouer des dragons de feu sans Fuegan quand il les rend tellement plus efficaces ? Puisque de toute façon, votre armée n'a probablement pas un historique spécifique que vous lui avez créé, votre général n'est probablement pas converti du tout, et il va crever à chaque partie dans une édition qui est hyper létale. Donc c'est pas vraiment moins immersif d'avoir le Seigneur Phénix des Dragons de Feu qui arrive sur la table à chaque partie que vous jouez systématiquement. D'autant plus que si vous voulez vraiment jouer immersif, vous pouvez aussi dire que c'est pas Fuegan, c'est un autre autarque. C'est pas Lady Malice, c'est Lady Smila de la cabale du venin empoisonné. Et c'est pas Oshova, c'est le commandeur Chazo Darsa Ray Subway Surfer, aussi appelé O-Surfer. Et voilà, il a les mêmes règles, c'est la même figurine, où vous convertissez un truc qui ressemble vaguement, et vous le jouez pas comme le personnage nommé, et puis l'immersion est globalement plutôt sauve. Et puis il y a quand même des aspects positifs aussi à ces personnages nommés, ils replacent la bataille dans l'univers de Warhammer 40 000. Pour certains, l'univers de 40 000, c'est les persos nommés, point. Ils veulent pas jouer leur capitaine no-name, ils veulent jouer le mec connu dans cet univers, dans une bataille épique. C'est le même débat que dans les jeux vidéo. Est-ce que vous préférez jouer Geralt de Rive, le Witcher, ou est-ce que vous préféreriez créer votre propre Witcher et le jouer comme vous voulez, avec son historique ?
Perso, dans les jeux vidéo, j'ai toujours préféré créer et jouer mon propre personnage. Mais il y a plein d'autres gens qui préfèrent jouer un personnage qui est déjà incarné, avec une histoire, avec un look, avec une voix, avec une personnalité spécifique. C'est pareil à Warhammer 40 000. Personnellement, je ne jouerai jamais Guilliman ou Marneus Calgar sur la table si je joue Ultramarines, parce que c'est pas logique, je les sortirais vraiment ultra rarement, je jouerais mon capitaine. Mais il y a des gens pour qui jouer le capitaine qui a pas de nom, ça n'a aucun intérêt, et ils veulent jouer des batailles où c'est Guilliman qui découpe du Xenos. Pour certains joueurs, ce sont ces personnages nommés qui placent la bataille dans l'univers. S'il n'y avait pas ces personnages nommés, ils n'auraient pas l'impression de jouer vraiment à Warhammer 40 000. Là, ils continuent l'histoire du personnage qu'ils apprécient, ils projettent les exploits de ce personnage dans leur propre bataille. Ce qui rend le tout nettement plus frustrant quand le Sanguinor descend des cieux et rate toutes ses touches et fait même pas un seul PV et ensuite il se fait ouvrir en deux par Drazar, le maître des lames. Spéciale dédicace à ma partie de mardi dernier, désolé aux Blood Angels, mais bon c'est Drazar, c'est le meilleur. Bon, il y a aussi le fait que les personnages nommés sont souvent ultra classe en termes de figurines. La plupart du temps, les personnages sont magnifiques, ils ont des figurines super stylées, et c'est donc totalement normal de vouloir les assembler, de vouloir passer du temps à les peindre, et du coup, forcément, de vouloir les mettre sur la table. Quand vous payez plus de 100 balles pour acheter Fulgrim, même s'il est bof sur la table, bah vous avez envie de le jouer, vous avez envie de bien le peindre. Quand on a passé des heures à faire du mieux qu'on pouvait sur une figurine, on a envie de le mettre sur la table, et c'est normal. En fait, je pense que si je devais résumer mon opinion sur les personnages nommés, je dirais c'est cool, mais ils ne devraient jamais être auto-inclus dans n'importe quelle armée. Ce devrait être une option, mais l'utilité qu'ils apportent devrait pouvoir être trouvée ailleurs dans le codex. Même en compétitif, on devrait toujours avoir une manière de jouer l'armée qui n'inclut aucun personnage nommé. Et en 10ème édition, c'est pas du tout le cas. En compétitif, on ne jouera jamais sort de bataille sans Morvenval, ou quasiment jamais. En orc, depuis la dernière data slate, on mettra systématiquement Ghazghkull. C'est le seul équilibrage qu'ils ont donné à l'armée, c'est de rendre Ghazghkull meilleur. Pas d'améliorer l'armée orc, juste de dire ce personnage peut maintenant mener d'autres unités, vous allez le jouer. Quand vous jouez en Admech, pour être compétitif, vous sortez Belisarius Cawl. Quand vous jouez en Eldar, vous sortez Fuegan, ou Likis, ou Jainzar, ou les trois. Quand vous jouez en Drukhari, vous ne sortirez jamais sans Lady Malice. Si vous voulez jouer Space Wolves, vous allez prendre Bjorn pour avoir plus un PC. Vous n'avez pas le choix dans ces armées en compétitif. Dans 99% des cas, vous prenez au moins un perso nommé, parce que ce qu'il fait n'existe pas ailleurs dans le codex. Il faudrait, dans l'idéal, que ces personnages soient vraiment puissants, mais aussi très chers. Pas trop cher, pas déséquilibré, juste très cher, pour que la construction de liste puisse se faire avec ou sans eux. Guilliman ou le lion, ça devrait être 500-550 points, mais avec un profil beaucoup plus costaud, avec des règles encore meilleures, et les règles qu'ils ont, qui n'existent pas ailleurs dans le codex, devraient être déportées sur des personnages non nommés. On devrait avoir à se poser la question, est-ce que je claque 550 ou 600 points pour amener un méga Guilliman boosté aux hormones, ou est-ce que je peux pas utiliser ces 600 points pour faire autre chose avec mon armée et faire une liste un peu plus populeuse sans perso nommé? On devrait toujours avoir à se poser la question, même en compétitif. Et aujourd'hui, c'est pas le cas, parce que ils apportent des règles qui n'existent pas ailleurs. Maintenant, c'est pas vraiment un souci. Si vous jouez en compétitif, dans la plupart des cas, l'immersion, vous vous en tamponnez le coquillard avec une queue de coloquinte. Ça n'a aucune espèce d'importance. Vous êtes pas là pour améliorer l'historique de Guilliman ou jouer votre chapitre en tournoi. Quand vous jouez compétitif en tournoi, vous avez optimisé une liste pour essayer de battre les listes adverses. Ça veut pas dire que vous pouvez pas vous amuser, mais l'immersion, c'est pas votre focus principal. Et si vous jouez en narratif ou en amical, rien ne vous empêche d'utiliser les règles d'un personnage nommé, mais de lui attribuer un autre nom, un autre historique, et d'expliquer pourquoi il fait partie de votre force, et pourquoi c'est un personnage important dans votre armée. Comme toujours, les règles de cette 10ème édition sont ultra permissives. Mais d'un autre côté, si ça vous embête, vous pouvez décider de les restreindre plus dans votre groupe de jeu. Vous demandez à vos potes de pas systématiquement sortir leur personnage nommé si ça vous embête. Vous pouvez décider que vous-même, vous n'allez pas les utiliser. Vous pouvez vous restreindre à un héros nommé par armée maximum, ou limiter les très gros persos à des parties à 2000 ou 3000 points. Vous faites comme vous voulez avec ce système de règles. L'autre solution, c'est de jouer Genestealer Cult, l'armée qui, même quand elle gagne, en fait, elle a perdu parce qu'elle s'est fait bouffer par les tyrannides, donc ils ont pas de perso nommé, ça marche aussi très bien.
Bref, je vais m'arrêter là sur ce sujet, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme d'habitude, vous avez tous les boutons YouTube, la zone de commentaires, vous savez comment ça marche et pourquoi c'est important d'aller cliquer sur tout ce petit bordel. Et puis comme d'hab, j'ai le petit partenariat avec My Hobby Place. Vous pouvez acheter vos figurines pour les jeux Games Workshop ou autres chez eux, c'est moins cher que sur le site de l'éditeur. Et si vous choisissez ma chaîne au moment de payer, eh bien sur le montant que vous payez à My Hobby Place, vous me reversez une petite commission, ça vous coûte pas plus cher, mais moi ça me permet de continuer à faire ces vidéos. Le lien, comme d'hab, est dans la description. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!